¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias Bonsoir à vous por tous. estar aquí acompañándonos en este acto. Bienvenue, merci de nous accompagner ici dans cet acte proposition progressiste pour la gouvernance globale. C'est une question indispensable pour affronter les défis que nous devons affronter. Tout d'abord, je voudrais remercier la FEPS, la Fondation des études européennes progressistes, qui est co-organisateur de l'acte avec la Fondation Felipe González. Je voudrais aussi remercier toutes les institutions qui ont collaboré dans cet acte. La Fondation Felipe Iglesias, sa directrice Beatriz Corredor ici présente, l'ICCR avec Ignacio Torreblanca et Casa Arabe qui nous accueille dans cet magnifique bâtiment ainsi que son directeur qui est ici présent. Avant de commencer, je vais vous expliquer de quoi on va parler. Je suis la directrice et la modératrice cet après-midi, c'est mon rôle. Je suppose que vous avez une petite carte avec l'image de l'acte que l'on a imprimé pour que vous puissiez écrire dessus les questions que vous voudriez poser. On va nous les remettre à table et on aura à la fin un petit colloque. Sans plus, pour pouvoir laisser la place au débat, je vais directement céder la parole à Ania Šipek. J'essaie de bien prononcer parce qu'elle a été si aimable de s'adresser à nous en espagnol avec le message de bienvenue de la FEPS. Merci. Mon cher ministre, mon cher Felipe González, Monsieur Lamy, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet événement en représentation de la Fondation des études progressistes européennes. Je voudrais vous exprimer mon remerciement à Madame Rocío Martínez et à la Fondation Felipe González de nous avoir invités à cette présentation dans une ville si vivante. C'est des sentiments dans une audience nombreuse montrent le message progressiste, l'intérêt de ce message progressiste, la personne et la planète en tant que priorité dans le contexte d'un monde changeant dans lequel nous vivons. Ça fait presque 3 ans que le groupe de Pascal Lamy, et d'ailleurs je voudrais le remercier de son leadership, s'est réuni pour la première fois. C'est une convocation pour réfléchir conjointement qui a attiré des progressistes de par le monde, des sages, des leaders comme Pedro Sanchez et des activistes. Depuis la première rencontre, une incroyable expérience a été regroupée avec la conviction que le moment est venu pour ouvrir un nouveau chapitre. Il y a beaucoup à apprendre. En effet, la globalisation n'a pas été dirigée sur une voie progressiste pendant les années 90, sans entrer dans des discussions par rapport aux erreurs. Bien au contraire, ces sages, ces experts ont décidé de poser des défis à eux-mêmes et tracer une ligne droite. Nous avons donc démarré une conversation vibrante, inspiratrice, dont l'objectif est de forger un nouvel agenda global qui puisse unir les progressistes de par le monde autour d'une croyance, une mission et naturellement une action. Voilà le point de départ. Par la suite, ce mouvement a adopté un sens de responsabilité pour essayer de répondre à toutes les histoires que l'on nous raconte. Nous n'avons pas alternative, voilà le mantra. Nous avons refusé de nous placer face à la fin du monde. Nous allons au-delà des tendances qui essaient de donner une valeur excessive au capitalisme ambiant, celles qui disent que la numérisation va nous coûter des postes d'emploi, les tendances qui parlent du climat politique, du changement climatique et les fake news. Nous essayons de rechercher, bien au contraire, de
bénéficier de la modernité. Avant de créer à la fin des temps, nous essayons de rechercher une échancrure qui puisse donner lieu à un nouveau paradigme. Nous avons voyagé autour de la planète pour savoir comment atteindre notre objectif, comment retrouver l'espoir et comment conformer un agenda de justice et d'autonomisation. Nous avons débattu, nous avons répondu. Parfois, nous nous sommes déviés de notre objectif, mais nous étions tous persuadés que nous avions entre les mains une tâche profondément importante. Et nous n'avons pas renoncé. Après Belgique, l'Afrique du Sud, le Canada, nous avons atteint notre premier objectif avec la rédaction d'une déclaration exhaustive. Très brièvement, cette déclaration liste une série de propositions concrètes. Ces propositions pourraient changer le monde pour en faire un meilleur endroit pour femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, pour les villes et pour les zones isolées. Car ce nouveau pacte mondial doit tirer les leçons des crises et des mobilisations du passé. On ne doit pas simplement s'adresser à 99% de la population, mais à 100% de la population. Grâce à cette déclaration, nous nous sommes rendus compte que pour atteindre notre objectif final, nous devons nous transformer en un mouvement où tous les citoyens puissent se retrouver de nouveau. On dirait qu'ici, dans la péninsule ibérique, les sociodémocrates ont plus de force que partout ailleurs. Ici, les socialistes ont atteint leur objectif, des objectifs qui transforment l'Espagne et le Portugal. Mais ailleurs, la sociodémocratie est affaiblie élection après élection. Même la légitimité du système démocratique est en danger. Voilà un signal clair. Les progressistes, nous ne pouvons pas aspirer à un renouvellement à l'usage, mais une vraie révolution qui puisse faire table rase. Nous devons rester forts dans la défense des valeurs et traditions socio-démocrates. C'est pour cela que nous devons prendre des décisions intelligentes. C'est la raison pour laquelle la personne, la planète en tant que priorité, essaye d'être une approche moderne qui représente clairement tous les citoyens face auxquels nous devons nous montrer responsables politiquement, une fois de plus. Voilà les lignes qui ont guidé le groupe de Pascal Lamy. Voici les messages fondamentaux qui ont nourri notre réflexion, même avant que la déclaration ne fût adoptée. Nous avons déjà pointé du doigt certains exemples en Europe, à Paris, avec la Fondation Jean Jaurès, à Londres, avec la Funding Society et la Fondation Max von der Stuhl. C'est des propositions concrètes qui viennent enrichir l'idée de cette nouvelle période des Lumières globales. C'est une discussion, comment affronter les risques de cette transformation, comment bénéficier de la modernité qui doivent être réparties de façon égalitaire, comment avancer à court terme pour donner une nouvelle vision aux générations à venir. Nous avons des débats sur l'humanisation de cette nouvelle phase de mondialisation pour changer la trajectoire néolibérale. Nous devons parler sur la décision qui doit être entre les mains des individus et un État global qui garantisse des droits globaux, des biens publics globaux et qui entraîne des responsabilités globales. Avec ces mots, j'ai voulu m'avancer
au débat de ces intervenants de haut niveau que nous avons l'honneur d'écouter aujourd'hui. Merci une fois de plus de votre participation, de votre intérêt, de votre générosité pendant ma première intervention en espagnol. J'espère que dans ce débat enrichissant, vous trouverez au moins une bonne idée qui nous rend de l'espoir de nouveau. Merci. Magnifique espagnol. Un espagnol magnifique, Anya. Vous pouvez rester à Madrid tout le temps que vous voudrez. Parce qu'elle m'a dit, je vais faire un grand effort. Et en effet, je vous félicite. Maintenant, permettez-moi de céder la parole à notre premier intervenant. Vous allez débattre sur cette déclaration qui est à votre disposition dans notre site web et vous allez le recevoir demain dans vos boîtes mail. Nous voulons lancer une réflexion sur la situation, une proposition, quoi faire et puis surtout l'action, comment faire, parce que notre manque de crédibilité réside là. En tout cas, je voudrais céder la parole à M. Borrell, puisqu'il est chez lui, puisque le directeur de Casa Arabe. Vous avez la parole. Merci. C'est chez nous tous. C'est l'un des chez nous du ministère des Affaires étrangères. Cela nous aide à prendre contact avec d'autres parties du monde. Je voudrais maintenant vous remercier d'avoir participé à la journée d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de présenter, bien sûr, M. Felipe González, mais je n'ai pas non plus besoin de présenter M. Pascal Lamy. C'est une personne qui est passée par la Commission européenne jusqu'à l'Organisation mondiale du commerce, enfin toutes les responsabilités que M. Pascal Lamy a pu assumer. Il est bien qualifié pour diriger ce groupe de réflexion. J'ai eu l'honneur de partager avec lui certains des travaux de la Fondation Jacques Delors, dont vous êtes le président d'honneur actuellement. Je ne vais pas être le premier intervenant. Le premier intervenant, c'est lui, bien sûr. C'est l'auteur, le directeur du groupe de travail, du travail qui est présenté aujourd'hui. Je voudrais donc vous céder la parole pour que vous puissiez présenter ce travail et puis M. González et moi-même aurons l'occasion d'apporter nos commentaires. Merci, Monsieur le ministre. Pépé. Je n'ai pas, hélas, les talents d'Anya en espagnol. Elle m'a, moi aussi, estomaqué. Je ne te connaissais pas ces talents. Et donc, je vais me réfugier dans ma langue natale de manière à vous éviter ce qui serait certainement un supplice après ce moment de grâce dont Anya nous a comblé avec son espagnol. Pour dire quelques mots, en ne répétant pas ce qu'elle vient de dire, sur cette plateforme, ce travail qui est maintenant soumis à débat au pluriel, dont celui que nous avons ensemble ce soir à Madrid. Et je voudrais, en passant, remercier les organisateurs, Felipe, Pépé, la Fondation des études progressistes européennes, de nous permettre de lancer ce débat qui, je l'espère, mènera à un certain nombre de conclusions que nous intégrerons dans les prochaines versions de ce texte, comme nous avons l'intention de faire avec les débats du même type qui ont eu lieu pour l'instant à Paris, à Londres, qui auront lieu en Allemagne, en Autriche, en Pologne bientôt. Le point de départ est très simple, tout le monde en conviendra. Nous vivons dans un monde qui change à toute vitesse et dans des proportions et avec une rapidité qui sont sans aucune commune mesure avec des périodes précédentes de l'histoire de l'humanité. Ces changements, pour certains nombres, sont des opportunités formidables et pour d'autres,
des risques considérables. Nous avons, pour gérer cette formidable transformation, quand je dis nous, ce sont les pays, les peuples de cette planète représentés par leurs dirigeants, adopté, à échéance de 2030, une feuille de route qui s'appelle les objectifs du développement soutenable et qui, au fond, décrivent ce à quoi l'humanité aspire à cette échéance de 2030. Donc ce n'est pas que nous sommes perdus, ce n'est pas que nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous croyons comprendre ce qui se passe et nous nous sommes dotés d'un certain nombre de ces objectifs. Après, mûre considération, délibération, dans le système international, reconnaissons que ça n'était pas non plus arrivé, sauf peut-être avec la tentative précédente des objectifs du millénaire, qui d'ailleurs, de ce point de vue-là, a été une réussite. Donc nous avons ces objectifs du développement durable. Le seul ennui, c'est que quand on regarde le monde tel qu'il va aujourd'hui, nous n'atteindrons pas ces objectifs. Le monde d'aujourd'hui va, à bien des égards, à contre-courant de cet horizon que nous nous sommes collectivement fixés. C'est évidemment le cas en matière environnementale, c'est le cas en matière sociale. Nous voyons bien que la richesse continue à se concentrer. C'est le cas en matière de droits de l'homme ou de recul des démocraties. Nous voyons bien que la démocratie, là où elle existe, dans le monde d'aujourd'hui, et ça n'est pas partout, là où elle existe, recule. Nous voyons bien que la plupart des sociétés, en tout cas dans les pays occidentaux, sont en train de se polariser et d'éclater sous la force du changement technologique et de la domination de notre civilisation par un système qu'il faut appeler par son nom et qui est le capitalisme de marché globalisé. Alors nous, progressistes, ce qui nous caractérise, c'est notre nom, c'est la croyance dans le fait qu'il y a du progrès. Et ceci nous distingue assez nettement d'ailleurs aujourd'hui, et peut-être un peu plus qu'avant, avec des forces qui regrettent la marche de l'humanité telle qu'elle s'est faite jusqu'à présent, et qui ont plutôt envie de retourner en arrière. Et donc, face à cette grande difficulté d'avoir des objectifs qui vont dans le bon sens et de constater que le monde, lui, ne va pas dans le bon sens, nous, forces de progrès, devons nous donner comme objectif de rééquilibrer ce mouvement et de faire en sorte de le redresser. Et c'est à cela que nous sommes attelés avec cette plateforme, au nom du fait que nous restons attachés à l'idée que l'humanité doit suivre un cours qui est un cours de progrès et ne pas retourner à des mondes antérieurs qui, tout bien considérés, y compris dans les mesures que l'on fait aujourd'hui du progrès humain, étaient des mondes moins bons que celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons essayé de le faire à deux conditions. Une première, qui est que cette approche soit une approche globale, pluricontinentale, multicontinentale, de manière à sortir des exercices un peu convenus que nous, sociodémocrates, avons tendance à mener entre anglo-saxons généralement protestants et blancs, comme ça a été le cas depuis une trentaine d'années. Donc quelque chose de beaucoup plus global, et c'est la raison pour laquelle ce groupe a été composé de manière totalement multinationale, avec des représentants de forces progressistes sur différents continents, persuadés que nous sommes que toute plateforme qui est destinée à remettre ce monde dans le cours des objectifs du développement durable doit être globale. Elle se décline évidemment de manière différente selon les pays et les continents, mais l'essentiel doit être global. Et d'autre part, nous avons voulu le faire en tenant compte du fait qu'il fallait profondément renouveler à la fois la thématique, la plateforme, les idées, les propositions des forces progressistes, mais aussi notre manière de faire de la politique et de remédier à ce qu'il faut bien considérer et accepter est une déconnexion de la part de notre mouvement
d'un certain nombre de forces capables d'animer le mouvement social, et notamment des jeunes générations dont nous savons qu'elles ont à l'égard de la politique telle que nous l'avons menée dans notre génération, et je me mets dans la même génération que Felipe et dans la même génération que Pepe, nous ne faisons plus, nous ne devons plus, ils ne doivent plus, dans l'avenir, faire de la politique de la même manière. Donc voilà en gros l'origine de ce travail, voilà son ambition. Vous me direz c'est considérable comme ambition, peut-être, mais aussi longtemps qu'on n'a pas essayé, il faut se mettre dans la tête que nous devons changer. Pour ce faire, nous avons voulu tester cette démarche avec un consensus au sein de ce groupe sur non seulement ce que je viens d'édicter, qui est dit en termes suffisamment généraux pour que tout le monde soit d'accord, mais aussi sur un certain nombre de propositions. Je ne vais pas vous en donner la liste, on aura l'occasion peut-être d'en discuter dans le courant de la conversation. Il y a une quinzaine de propositions précises, concrètes, certaines, il est vrai, de nature générale, certaines de nature un peu plus sophistiquée, de manière à tester concrètement, dans du débat public, y compris dans l'ordre des priorités, l'expression de cette pensée que nous avons mis au point. Ces débats donc, vont avoir lieu, et je termine cette courte introduction par deux points. D'abord, ce texte est un texte de travail. Nous n'avions pas d'autre mandat. Nous n'avions pas reçu d'autre mandat que celui de travailler sur un texte qui servirait à des débats de type de celui que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas mandatés par une force politique pour dire voilà ce qu'il faut faire. On nous a demandé de travailler à quelque chose qui initierait des débats du type de celui que nous avons ce soir, d'une part, et d'autre part, et puisque nous sommes à Madrid, pour dire le bonheur et la fierté que nous avons eu d'intégrer dans ce groupe Pedro Sanchez, à un moment où il n'était pas ou plus la star qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, comme l'a dit Ania, s'il est vrai que globalement, nous reculons, si on regarde la planète, les forces social-démocrates en nombre, en force, ne sont pas dans la meilleure passe de leur histoire, et nous sommes persuadés que nous sortirons de cette passe en renouvelant et nos modes de pensée, et nos modes d'expression, et nos modes d'action. Il reste qu'il y a un endroit de notre bonne vieille Europe, qui est la péninsule ibérique, où de ce point de vue-là, ça va moins mal qu'ailleurs, et donc espérons que ce qui inspire ces lieux nous donnera des idées et de l'énergie pour poursuivre ce travail. Merci pour votre attention. Ahora, Yo creo que es por mejor. segunda vez, ministro, Puedes volver a pasar la palabra. Alors, pour la deuxième fois, eh bien, nous allons donner la parole maintenant. Monsieur González devrait être le dernier. La seule chose que je vais faire, c'est juste dresser un tableau très, très superficiel pour compléter ce qui a été dit, puisque, évidemment, Monsieur González a une expérience beaucoup plus grande que la mienne dans ce terrain. Je ne suis pas depuis très longtemps dans le monde des affaires internationales et de la mondialisation. Avec Pascal, oui, j'ai travaillé à plusieurs reprises à la Fondation de l'Or, à la FEPS. Ce document est un document qui prétend donner une vision alternative de l'humanité pour que l'économie soit au service des êtres humains et de la nature, et non pas au contraire. C'est un programme très vaste, évidemment. Ce n'est pas la première fois que l'on dit que l'économie doit être au service de l'être humain. C'est vraiment l'objectif, et ce n'est pas très original de dire cela. On l'a dit plein de fois que l'économie doit être au service de l'être humain et non pas au contraire, comme c'est normalement. Le problème, c'est comment le faire. Et ces 15 propositions de ce document, sans aucun doute, sont des axes d'action qui ne sont absolument pas faciles de mener à la pratique,
mais qui sont très intéressants et très importants. Lorsque l'on regarde de près ce document et lorsque, depuis le Conseil des affaires étrangères, on observe l'humanité, la plaie de l'humanité, il y a des choses qui nous frappent. Et le document en parle. C'est le retour en arrière de ce qu'est la démocratie, ce qui était inconcevable pour nous. La démocratie, c'était un objectif vraiment essentiel parce que nous voulions tous qu'il y ait une démocratie. Mais, paraît-il, qu'aujourd'hui, 70% des Américains nés à peu près lorsque je suis né affirment que vivre en démocratie, c'était très important. 70% le considéraient un facteur essentiel de leur vie. Pour les Américains nés en 1981, cette proportion a diminué à 22%. Il n'y a que 22% des Américains, disons des millénials, presque, qui pensent que la démocratie est quelque chose d'essentiel. Et cette proportion n'est pas seulement un fait américain, ça arrive aussi dans des pays qui pourraient nous étonner, dans certains pays européens, même qui sont plus ancrés dans le système démocratique. Autre chose qui frappe beaucoup aussi, Pascal l'a dit, évidemment, c'est cette concentration extraordinaire de la richesse qui se produit actuellement et aussi le fait que 50% des sociétés occidentales, je sais que c'est très vaste de dire occidental, mais 50% de ceux qui représentent notre monde pensent que la mondialisation a été négative pour leur vie et pour leur salaire. C'est-à-dire la mondialisation semble avoir plus de perdants que de gagnants. Sans doute, c'est quelque chose de très positif pour l'humanité, mais dans nos sociétés, il y a certains groupes qui pensent qu'ils ont perdu à cause de ce processus, et c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés au gouvernement des États-Unis, des personnes comme Trump, pour qu'il y ait le Brexit, et beaucoup d'éléments réactifs par rapport à un monde qui peut être caractérisé par son instabilité, secoué par des crises financières périodiques, et non seulement financières, alimentaires même, qui ont des coûts énormes. Chaque fois qu'il y a une de ces crises, eh bien, nous perdons une grande partie de ce que nous avions perdu avant la crise. C'est inestable, ce n'est pas loyal, puisque beaucoup de personnes pensent que la compétitivité est basée sur un dumping social et environnemental, du pouvoir, du monopole de certaines entreprises. Et cela fait partie aussi du discours réactif duquel je parlais et sur lequel chevauche l'actuel président des États-Unis. C'est vrai aussi que le pouvoir, le monopole de certaines grandes entreprises et l'évasion fiscale est quelque chose que ne partagent pas évidemment une grande partie des partis progressistes qui restent en Europe. Et en troisième lieu, il est très inégal parce qu'il y a une réduction des revenus du travail qui n'ont pas suivi la productivité. Je me souviens, un président, un ministre Solchaga, lorsqu'on parlait des augmentations des salaires, et on pensait que la clé, c'était que la salaire devait suivre la productivité et non pas croître plus que la productivité. Le problème, c'est que maintenant, il croît beaucoup moins que la productivité. Nous sommes dans une tendance singulière où les gains des salaires sont inférieurs aux gains de la productivité, et cela parce qu'il y a un développement technologique qui va bien au-delà de toutes les attentes que nous avions lorsque les socialistes, nous étions au gouvernement en Espagne, et qui va bien au-delà de tout ce que nous attendons pour l'avenir, parce que chaque fois qu'il y a un forum technologique, le message que je reçois, c'est « préparez-vous pour ce qui va arriver ». Parce que lorsque l'on compare les heures de travail nécessaires pour produire une unité de output maintenant et il y a 30 ans, et lorsqu'on fait une analyse de ce qu'il faudra dans 30 ans, le problème, ce n'est pas l'exploitation des travailleurs, ce sera quelque chose qui aura
une importance infime et il y aura un problème énorme de la distribution des revenus qui seront évidemment un bien public qui pourront être obtenus avec la participation du système de production ou non. On verra. Et puis il faudra peut-être enlever des flux de revenus totaux, des revenus garantis pour une partie de la population qui n'aura peut-être pas accès au travail parce que ce sera superflu ou parce qu'ils n'auront pas une capacité suffisante pour travailler avec les outils modernes. Teníamos un mundo basado. Notre monde était basé sur des grands accords après la guerre, le bien-être, les Nations Unies, les accords de Bretton Woods, un ordre que nous appelions ordre international et libéral. Et maintenant, nous voyons qu'on ne peut dire ni ordre, ni international, ni libéral. Il faut reconstruire autre chose, et ceci autour de cette réponse aux nouveaux défis. Le changement climatique n'était pas un défi important, par exemple, il n'y a pas trop longtemps. Il n'était pas parmi nos principaux problèmes ni dans les programmes de gouvernement, et maintenant c'est essentiel. Les émigrations, le travail de l'AMI y consacre une grande partie de son travail, ou l'urbanisation. Un monde qui se concentre de plus en plus en moins d'espace, ce qui crée vraiment des pertes d'argent et des embouteillages et beaucoup de problèmes. Et dans ce travail aussi, on dit que le mouvement progressiste que représentait la social-démocratie n'était pas à la hauteur des défis actuels et il a perdu le contact, je lis, avec une partie de la population qui affirmait la représentation. Ceci avait été dit plusieurs fois, nous étions un parti qui représentait 40% du vote dans tous les pays européens et maintenant, au maximum, nous représentons 20% chaque fois qu'il y a une élection. Ce pourcentage diminue, ça vient d'arriver au sud de l'Allemagne ou au Luxembourg. Donc c'est vrai que l'Espagne et le Portugal, c'est vrai que nous serons peut-être ce qu'on disait la réserve spirituelle de l'Occident. On va peut-être vous donner raison parce que au Portugal, la gauche a eu un succès, un grand succès, ce qui devrait nous servir, sinon pas d'exemple au moins, comme référence pour ce que nous devons faire en Espagne. La question des biens publics globaux est quelque chose à développer encore parce que certains de ces biens publics concernent l'équilibre écologique, la santé et l'information, puisque l'information est devenue un bien global. Il y a cette fausseté globale, ces fake news, alors pouvoir garantir un minimum de vérité, de véracité dans toutes ces informations que nous recevons, c'est vraiment quelque chose qui inquiète, qui va inquiéter l'Union européenne dans les prochaines élections. L'égalité de genre, l'incorporation de la femme, la non-discrimination de la femme, une éducation orientée vers le futur, une immigration responsable. Quand on pense que dans l'Afrique sous-saharienne, chaque femme a en moyenne 7 ou 8 enfants, eh bien, elle n'est absolument pas incorporée dans la vie du travail, évidemment, et on se rend compte à ce moment-là que tous les problèmes sont entreliés. Donc nous n'arrivons pas à régler l'immigration si en même temps nous n'arrivons pas à une égalité de genre ou à la socialisation de la femme à travers des mécanismes différents qui ne soient pas que celui de la maternité exclusivement. Je veux être bref et donner la parole aux autres, mais ce document, si tu me le permets, l'a mis un document où il y a beaucoup d'énoncés, c'est vrai, et il faudrait s'il n'y avait que des énoncés, ce document devrait être beaucoup plus long. En 12 pages, on ne peut pas donner une solution à ces 15 axes qui ont le mérite d'être présentés ici comme un inventaire et qui sont structurés, mais il y a beaucoup de travail encore à faire.
Par exemple, les émissions de carbone zéro pour l'année 2050, un objectif qui semble s'éloigner de plus en plus. Et de cet objectif dépendent d'autres aussi. La migration a un rapport avec le changement climatique. Si leur terre devient un désert, eh bien, évidemment, c'est le moment du départ, sans plus. Et de partir où? Eh bien, là où on dirait, à travers la télé, où il y a le Eldorado, là où nous habitons. Quand je suis né, il y avait le double d'Européens que d'Africains. Et lorsque je mourrai, j'espère que ce n'est pas pour demain, évidemment, eh bien, il y aura le triple d'Africains que d'Européens. Eh bien, ce changement tellurique des proportions entre les différents continents est quelque chose que l'on ne peut pas résoudre comme ça en sauvant certaines personnes dans la mer, mais il faut qu'il y ait une politique structurelle à long terme qui encourage le développement en Afrique. Et ceci est très clair dans le document de l'AMI. Pour cela, il faut qu'il y ait une globalisation, une socialisation totale de la femme, une lutte contre le changement climatique, les droits des travailleurs et le partage des richesses. Lorsque nous pensons que 1% de toute la population accumule la même richesse que le reste de l'humanité et que ce pourcentage n'a fait que croître et croître dans les années, eh bien, c'est sans doute parce que les politiques fiscales n'ont pas été à la hauteur du problème. Je pourrais dire autre chose, mais le temps est limité et je demande à Philippe de prendre la parole. Merci. Eh bien, merci. Je suis le plus vieux de nous trois. C'est pour cela que l'on me donne le privilège d'intervenir en dernier, n'est-ce pas? Enfin, aujourd'hui, nous avons au moins deux bonnes nouvelles. On a de nouveau la philo comme matière de base pour le lycée. La semaine dernière, je le disais à Lisbonne et puis aussi dans un autre séminaire à Bogota, on m'a demandé de réfléchir à une matière bien ésotérique, le temps pour réfléchir. C'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on règle tout à 140 caractères et un tweet sur 100 000 est brillant. Mais le reste, c'est des banalisations, des rapports humains, même les rapports de pouvoir, ou avec un like, no like, ce serait un résumé bien maigre de la communication entre êtres humains, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est une bonne nouvelle. De même que donner la conditions de citoyenneté pleine pour les personnes qui aient des capacités intellectuelles différentes. Mais la philo, est-ce que ça a du sens? Eh bien oui, ça a un sens, la philo. Si nous pouvions simplement récupérer Averroès, par exemple, comme l'école occidentale de l'islam, pour pouvoir différencier entre philo et théologie. Pourquoi j'aime bien? Comme la littérature classique, etc. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on a éliminé la philo comme matière au lycée, les explications qui ont soutenu le tout étaient absolument stupide. Ce n'est pas pratique de réfléchir, ce n'est pas pratique de penser. Il faut apprendre des compétences. Et comme les capacités, les compétences qu'on va acquérir aujourd'hui seront obsolètes demain et encore plus après-demain, il faut tout simplement jongler et apprendre des compétences une fois de plus et encore et encore. Le seul fil conducteur qui va nous permettre de faire face au changement, c'est de connaître la condition de l'homme, qui est beaucoup moins variable que ce besoin de remplacer compétences par compétences qui sont obsolètes. Ceci nous permet d'avoir un guide raisonnable pour pouvoir faire face au changement. Donc, première approche, bienvenue à la philosophie, bienvenue de retour la philo. Heureusement,
que on la voit de retour, et si on pouvait y ajouter Shakespeare, Cervantes, Confucius, peut-être. Parce que dans le monde actuel, je pense que cela va nous être bien utile pour connaître la condition humaine. Et c'est la seule chose qui ne va pas changer. On peut penser aux revenus de base universels, on peut réfléchir aux pains et cirques qui ont été inventés par les Romains il y a bien longtemps. Comme les citoyens n'avaient rien à faire, il fallait bien les distraire du pain et du cirque. On réfléchit à ce propos. Nous sommes dominés par l'incertitude. Et ceci nous rend pessimistes, apparemment. Les incertitudes, c'est toujours lié aux états d'âme. Et les états d'esprit, c'est complètement différent en Europe, comme Borrell nous l'a dit, par rapport en Asie. Est-ce qu'en Asie, on vit mieux qu'en Europe? Non, mais ils pensent déjà que le futur, l'avenir sera bien meilleur que le présent. Simplement parce que leur état d'esprit est différent. Mais il change aussi. Jusqu'à il y a 7 ans, l'état d'esprit du Brésil, eh bien, il était bien positif, n'est-ce pas? Et de là, on est passé à Bolsonaro, un recul, une régression sur la base de l'utilisation d'un facteur que l'on doit dépasser, absolument, la peur. Et la peur, en Europe, provoque une accélération des crises de gouvernance de la démocratie représentative. Je disais en plaisantant, mais je le dis sérieusement, je me suis rendu compte que j'étais vieux lorsque j'ai commencé à regarder par terre pour savoir où est-ce que je mettais les pieds. Parce que j'avais peur de marcher tranquillement comme je faisais quand j'étais jeune. Le premier symptôme de la vieillesse, c'est de regarder par terre parce que vous avez peur de trébucher, n'est-ce pas? Alors les sociétés, c'est pareil. Elles vieillissent. Et elles vieillissent avec des comportements similaires. Nous regardons trop par terre et nous perdons de vue l'horizon. Alors, lorsqu'on me parle de l'Europe, lorsqu'on me demande est-ce que l'Europe sera un musée ou est-ce que cela sera de nouveau un laboratoire d'idées pour l'avenir, eh bien, sur la base de la peur, le laboratoire d'idées va disparaître et ce sera plutôt une réflexion d'utopie régressive. Revenons à ce que nous étions, mais on ne va jamais revenir à ce que nous étions. Et non pas des propositions d'avenir. Alors, le monde n'est pas aujourd'hui pire qu'avant, mais il est plein de complexité. On est 8 milliards de personnes. Quel est le pire des dangers face à la complexité? Eh bien, que les solutions sont de plus en plus simples. De plus en plus simples. Alors, des réponses simples, niaises face à des problèmes complexes, eh bien, c'est de la démagogie. C'est la voix du coupable qui alimente, qui nourrit les peurs de la population, non pas à cause des changements qui se sont déjà produits, mais qui vont s'accélérer davantage à l'avenir. Alors, les changements qui se sont déjà produits. Parfois, je dis en plaisantant qu'une partie de nos pays ne fait que courir après l'avenir qui s'est déjà produit. Et il ne fait pas face à un débat sérieux sur l'avenir qui est déjà en cours et qui s'accélère, qui arrive déjà. Ce débat, il est absent de notre réflexion politique. Alors, voilà, je suis toujours provocateur, je vais faire des affirmations. Attention, ce n'est pas l'incertitude de ce qui va arriver, ce qui domine le temps présent, parce que ce qui va arriver, c'est un changement d'air qui changera le paradigme des rapports entre êtres humains à tous les niveaux. Ça va arriver. Nous avons la révolution des technologies de l'information, nous avons la robotisation, la biotechnologie, l'intelligence artificielle. Ça va arriver. Et donc, certaines des tâches qui font partie de notre acquis historique, de notre vie, de ce qu'on a appris, nous savons déjà que ça va disparaître. Et ça va être remplacé par d'autres choses. Et donc, cela nous pose des défis de gouvernance. Mais ce que je trouve
plus incertain encore, c'est que nous ne sommes pas préparés à gouverner ce changement. Le changement, il n'est pas incertain, il se produit déjà, il s'accélère et il va arriver au galop. Sur le dos de la révolution technologique, il va y avoir un changement dans les rapports humains. Mais comment gouverner ce changement? Comment gouverner afin que nos objectifs qui nous donnent notre identité, la lutte pour l'égalité, eh bien, ils soient atteints. On minimise le coût de changement et on maximise les bénéfices de ce changement. Et comment faire en sorte que les objectifs de lutte pour l'égalité dans une société de liberté et de démocratie, société dans laquelle nous vivons, comment faire en sorte donc que ce changement soit le plus adapté possible pour que personne ne soit en reste et pour que l'on puisse avoir une politique d'égalité, redistribution des revenus qui est notre identité. Si notre proposition est de revenir aux années 60 ou aux années 70, on en aura fini. Ce sera une utopie régressive. Comme les conditions sont nouvelles, et étant donné que nos objectifs et nos principes sont permanents, la condition humaine, nous devons utiliser des outils radicalement nouveaux pour la gouvernance. Il y a des éléments de base qui doivent nous servir à notre réflexion. L'Europe considère que l'économie sociale de marché, invention européenne, est en rab. Alors qu'à Davos, le centre de production du pansement, de la pensée libérale, à Davos, on nous dit que si l'on conserve ce modèle financier et économique de la mondialisation, eh bien, ce n'est pas durable parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans la distribution des revenus. Alors, c'est une question de durabilité, n'est-ce pas un problème éthique. On me parle de la durabilité de ce modèle, alors que l'on est dans une société européenne où l'on a inventé le modèle du marché, où l'on respectait le marché. La personne était au premier poste. Mais même maintenant, dans la discussion de quoi faire par rapport au Brexit, eh bien, nous avons des doutes, même philosophiques. Mis à part cette idée de l'économie sociale de marché, on peut se poser la question. Ce que l'on construit, véritablement, c'est une économie de marché ou une société de marché qui place l'être humain au rang de marchandise? Parce qu'au fond, c'est de cela dont on parle. Alors, je suis bien vieux, mais je suis persuadé que le changement n'est pas réversible. Toutes les personnes qui nient le changement, Trump, Bolsonaro, qui vous voudrez, eh bien, toutes ces personnes ne feront qu'augmenter la souffrance des populations. Je ne suis même pas pessimiste par rapport aux libertés, même si je me suis penchée sur la question ces dernières années, lorsqu'on a le temps de réfléchir et de même douter en public. Parce que lorsqu'on a une responsabilité publique, on résout nos doutes dans les oreillers. Et à la sortie des oreillers, il faut répondre à ce doute, à cette question. Mais je ne suis même pas pessimiste pour une simple raison. Parce que lorsque l'on perd les libertés, et nous avons maints exemples, c'est alors que les populations manifestent, réclament les libertés démocratiques. C'est vrai qu'entre-temps, on accuse la démocratie d'être la coupable des mauvais gouvernements, mais la démocratie, elle n'aura jamais garanti un bon gouvernement, sauf à long terme. Ce qu'elle nous a garanti la démocratie, c'est qu'on pouvait virer les gouvernements qu'on n'aimait pas. Et comme personne n'aime être viré, eh bien, les gouvernements s'efforçaient d'être les meilleurs possibles. Mais la démocratie ne garantit pas le bon gouvernement, même pas le
le respect des règles du jeu démocratique, parce que certains gouvernements avec des pulsions autoritaires peuvent essayer de les modifier. Et c'est des pulsions antidémocratiques qui gouvernent dernièrement les processus électoraux, n'est-ce pas? Mais nous avons un espoir. Même les jeunes dont parlait M. Borrell, même les jeunes, lorsqu'ils perdent leur liberté, eh bien, ils viennent réclamer démocratie et liberté. Et cela est à nouveau considéré comme un bien de premier rang. Nous le voyons dans les rues, tout récemment à Managua et à d'autres endroits encore. Donc je ne perds pas espoir. Je m'inquiète de la crise de gouvernance et de la démocratie représentative, mais ma véritable inquiétude, c'est que cette incertitude est déplacée vers ce qui va arriver. Alors que l'on devrait savoir que le changement climatique, il va se produire. Les changements vont se produire et nous devrions agir. Nous savons que la biotechnologie va révolutionner la technologie, les technologies sanitaires par exemple pour la santé. Nous savons que les technologies de l'information ont déjà changé et vont continuer de changer les rapports humains. Nous savons que ce que l'on considère aujourd'hui un emploi de toujours, les emplois de nos parents, de nos grands-parents, avec la révolution industrielle, ce modèle-là, il est remis en question par la révolution technologique. Nous savons qu'il faudra redistribuer le temps de travail disponible. Nous le savons en dignifiant le travail. Une petite nuance par rapport à l'intervention de M. Borrell. Nous savons que les salaires, les revenus de l'emploi doivent être remis en rapport à la productivité. Mais il faut changer notre réflection par rapport à l'emploi, par rapport à l'occupation. À Bogota, l'autre jour, nous disions que le loisir, c'est ce qu'il y a de contraire à l'entreprise, au travail. Mais l'une des activités économiques qui est le plus en croissance maintenant, c'est la gestion du loisir, n'est-ce pas? Et certaines personnes organisent leur temps de loisir comme une activité économique. Ils les appellent les influencers, n'est-ce pas? Les youtubeurs. Ce que je fais pour mon temps de loisir, je le transforme en quelque chose qui me rapporte. Mais dès que cela me rapporte, eh bien, je suis dans un piège. Mon temps de loisir, ce n'est plus un temps de loisir, ce n'est plus du loisir, c'est une activité économique. Et parfois, ils sont saturés, ils font un burn-out et ils s'en sortent. Pourquoi? Pour avoir du temps de loisir, du temps de réflexion, du temps pour se poser. Donc nous sommes face à une vitesse de changement que nous n'avons jamais connue. La révolution industrielle, elle a pris un siècle et demi pour avoir l'électricité. Mais ici, nous parlons d'une seule génération. Il est logique que l'être humain ait de nouveau philo, la connaissance de la condition humaine, donc. L'être humain est un être historique qui hérite de par son éducation les connaissances, l'acquis qui va lui permettre d'améliorer le futur, l'avenir. Alors il se dit, bon, mes enfants, ils seront mieux formés que moi. Et je ne parle pas des masters, de la course au master, la masterisation de les connaissances. Mais on se dit, mes enfants seront mieux formés que moi et donc ils auront de meilleures chances pour s'orienter dans ce monde et ils auront un meilleur succès. Mais rien ne nous garantise cela. Parce que la connaissance, surtout lorsque nous avons des lois à la verte au ministre d'éducation précédent, eh bien, nous avons une crise d'obsolescence permanente, sauf la connaissance de la condition humaine. De là, la grande erreur d'éliminer la philo ou les sciences humaines, pour ainsi dire. Donc, ce que je propose, Pascal,
plus comme un contexte, pas comme une proposition concrète. Ce que je propose, c'est de nous concentrer sur la gouvernance du changement et non pas sur l'incertitude de ce qui va arriver. Parce que nous sommes sûrs que cela va arriver. Là où réside l'incertitude et si nous serons à la hauteur, les responsables, de conduire ce changement, de gouverner ce changement pour que les personnes qui vont souffrir ce changement, et il y en aura comme toujours, ne restent pas en reste, ne soient pas en reste. Et nous pouvons le faire avec la crise que nous avons depuis 2008. J'aimerais que dans ce débat banal par rapport aux politiques budgétaires ou pas, eh bien, je voudrais que quelqu'un fasse un exercice qui serait assez facile. Monsieur Borrell le sait bien. À quel moment allons-nous récupérer le PIB de 2008? Ça fait 8-9 ans qu'on essaye de le récupérer. Donc, si on est arrivé au PIB de 2008, après 10 ans, eh bien, ça veut dire que pendant 10 ans, nous sommes passés par un creux. Mais oublions ce creux. Mouvement de résistance qui demande de perdre le moins possible. Il y a des gens aussi qui n'ont pas perdu, ils ont gagné. Mais disons qu'on a passé le creux et nous sommes au pic suivant. Un exercice. Comment le PIB était distribué par tête, par habitant il y a 2 ans et comment est-il distribué aujourd'hui? Parce que si on pouvait comparer cela, et statistiquement cela est possible, on saurait qui sont restés, qui sont les personnes qui sont restées dans le creux et n'ont pas récupéré leur participation au PIB. Et cela pourrait orienter nos politiques si vraiment nous voulons des politiques de progrès et de lutte contre les inégalités. Mais sur une base cohérente, qui est en reste, qui a moins souffert et qui a par contre gagné dans ce creux, dans cette vallée de larmes. Les mouvements de résistance. Oh, espérons que nous allons rester tels quels ou espérons qu'on perdra le moins possible. Ces mouvements de résistance, lorsque on leur racontera qu'on a laissé la crise en arrière, eh bien, ils vont passer du mouvement de la résistance au mouvement de revendication. En disant « Et moi alors? Et moi ?» Alors voilà, notre attitude par rapport à l'avenir sera décisive. Nous avons des problèmes de démocratie représentative qui sont très graves. Qu'est-ce qui me préoccupe de la société européenne? Eh bien, c'est une société vieillissante. Et dans une société vieillissante qui perd de vue l'horizon, les politiques de la peur sont beaucoup plus faciles à utiliser. Nous avons peur de tout. Nous savons que dans 30 ans, nous avons besoin de beaucoup plus d'immigrants. Nous le savons. Quoi qu'on fasse, même si on change le paradigme de cette révolution technologique et les relations industrielles. Mais on a peur de l'autre. C'est lui qui amène l'incertitude, on dirait. C'est un comportement typique de société vieillissante qui ne regarde que par terre pour ne pas trébucher et perdre de vue l'horizon. Et nous devons lutter contre cela, nous devons travailler contre cela. Parce que l'avenir, il est ce qu'il est. Quelles que soient les formules que nous amenions en tant que solution à la crise de la sociodémocratie, si c'est des formules ancrées dans l'après-deuxième guerre mondiale, elles nous conduiront à l'échec. L'émergence des nationalismes excluants. Voilà simplement une des manifestations de ce phénomène. Nous avons besoin de plus d'Europe. Et je ne dis pas plus d'Europe ni moins d'Europe. Nous avons plus besoin d'Europe, donc plus de qualité.
d'Europe, plus de qualité dans ce qu'on met en commun. Nous pouvons même lancer un processus d'évolution dans ces thèmes, dans ces matières où l'on n'ajoute pas de qualité et on perd le sentiment d'appartenance parce que des obstacles sont dressés face à ce sentiment d'appartenance. Voilà une bonne application du principe de subsidiarité, mais nous sommes passés d'une mauvaise réponse face à la crise de 2008 avec certains éléments de correction de politique monétaire à une non-réponse, et donc une mauvaise réponse, face à la crise migratoire. Et je répète, non-réponse. Je ne parle pas de mauvaise réponse, parce que ce qui peut arriver de pire, c'est avoir une non-réponse. Et il y a plein de mécanismes. Moi, je suis vraiment passionnée par cette question. Même la coopération renforcée. Mais il faut qu'on ait des mécanismes de réponse face aux insolidaires, parce que ceux qui ne sont pas solidaires avec cette réponse ne peuvent pas recevoir des fonds de solidarité. Ils doivent payer le prix. Et l'Union européenne, elle a les moyens d'organiser cela, mais elle ne le fait pas. Et aujourd'hui encore, je m'inquiète du présent pour savoir comment nous allons nous en sortir du Brexit. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si ça va être un vaccin ou une infection. Alors, je ne sais pas, ça dépend de la réponse. J'espère que le Brexit sera un vaccin, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'union entre les Européens, beaucoup plus qu'auparavant, parce qu'hier, je le voyais à Lisbonne, et j'en termine, nous nous sommes transformés dans ce petit coin sur-occidental de l'Eurasie. Voilà, nous sommes ça. Nous serons à peine 6,5% de la population après-demain. Et dans ce petit coin sud-occidental de l'Eurasie, on ne peut pas se permettre le luxe de la rupture, d'être divisé. Nous devons nous conserver comme un musée, mais nous ne pouvons pas nous résigner à ne pas être le laboratoire d'idées qu'on a été pendant les derniers siècles, parce que c'est ce qui va nous sauver, d'être un laboratoire à idées. Alors croyez-moi, je ne suis pas pessimiste par rapport à l'avenir. Ce qui m'amène à être pessimiste face au débat, c'est de constater que nous ne sommes pas prêts à conduire le changement alors qu'on sait quelles sont ses caractéristiques et on sait qu'il est inexorable. Bien sûr, comment conduire le changement? Eh bien, moi, je le ferai en luttant pour l'égalité des chances, une fois de plus, pour que personne ne soit en reste face à ce changement d'air, un changement vertigineux qui vient déstructurer les êtres humains en tant qu'êtres historiques, parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter. C'est pour cela que je réclame plus de philosophie, plus de littérature, plus d'art, que l'on puisse connaître la condition humaine, parce que à la fin, je vous l'ai dit aussi hier, les mots perdurent davantage que les pierres, et Aristote est beaucoup plus présent que certaines des ruines que j'ai pu constater en Grèce. Alors il faut récupérer Aristote. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Lamy, Monsieur le Ministre. Alors, nous passons aux questions. Alors, j'ai certaines questions déjà ici écrites dans mes mains, mais je vais donner la parole au président de la Fondation Pablo Iglesias et puis à Monsieur Torres Blancas pour qu'il puisse poser une question. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire par écrit. Et nous passerions par la suite au débat proprement dit. J'ai oublié de vous dire que depuis 40 ans, je connais Pascal Lamy. Nous sommes amis depuis 40 ans. Mais comme ça, et avec Borrell aussi, je le connais depuis
tellement longtemps. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas Merci tardes a beaucoup, todos y a todas. Rocío. Para Bonjour mí, à tous representar et à toutes. C'est je vais me mettre debout. Alors, a Rocío y je muchas remercie gracias a la Rocío Fundación Felipe et la González Fondation por la Felipe organización de González este evento en el que colaboramos d'avoir y organisé presentarme como cet nueva acte. presidenta Je de suis la Fundación nouvelle Pablo présidente Iglesias. de la Es un honor para Fondation mí Pablo y, por Iglesias. tanto, compartir C'est este un honneur acto pour con moi este panel y partager como detalle diré ce lo que Felipe lo panel sabe. et Yo con je 14 veux dire quelque chose que Felipe sait, on n'entend plus para ir le a micro. escucharle y Je me gané alguna bronca por eso. le La pregunta que connais quería depuis hacer al longtemps. La panel question tiene que que je ver voulais con lo que poser decía el presidente González aux membres de la sobre table a un rapport la avec ce que democracia disait representativa Felipe y la González sur relación la démocratie que tiene représentative la incidencia de las nuevas tecnologías en los medios de et comunicación l'importance qu'ont les con la nouvelles technologies democracia avec les médias participativa. et Es la decir, relation que cela a a mí me avec la preocupa mucho que démocratie el control participative. de que Je cedemos suis inquiète voluntariamente de parce que datos le personales a contrôle las que grandes nous donnons corporaciones, des no données solamente tecnológicas y personnelles de aux software, grandes sino entreprises corporaciones que son globales, technologiques et des la entreprises relación de esos datos globales, personales y por nous tanto donnons toutes conocimientos sobre el ces données comportamiento globales, humano donc il y a implique une una grande renuncia a la connaissance libertad des individual, personnes. un control Ceci de la formación de la est opinión pública que haga une que façon la de democracia renoncer à la realmente liberté se publique. Ceci prostituya y que fait no sea que la democracia la que pensamos. démocratie se Eso tiene que prostitue ver et ce n'est pas la lo que esperamos démocratie o que que nous tenemos voulons. en nuestro, Alors, je voulais juste en nuestra poser historia, cette question como parce que hemos estudiado y como nous hemos avons vivido vu dans nos por lo menos études desde mi et generación. dans notre génération, En el nous escenario avons connu internacional hay cette grandes corporaciones, no solo las situation. multinacionales, Il y a no des solo las grandes organizaciones corporations, non internacionales, seulement hay les grandes corporaciones que multinationales, il y a tienen des enorme grands poder groupes qui ont por un la agregación pouvoir de datos, por el énorme control parce de qu'ils esos ont datos sobre los une gobiernos. grande quantité de données sur les Tienen poder sobre gouvernements. los medios de Ils ont un comunicación. pouvoir sur les médias. Y si tienen poder sobre los Et gobiernos, s'ils ont un tienen poder pouvoir sobre sur los les medios de gouvernements, ils comunicación, ont un y pouvoir nosotros sur les les cedemos médias. nuestros datos Et de manera que nous pueden leur influir en la cédons formación de leurs nuestra données, opinión. donc ils peuvent En nuestra libertad avoir individual, están une incidiendo incidence sur directamente a la notre democracia. liberté La et pregunta donc es, ¿sigue ils ont existiendo une la democracia? incidence. Est-ce que ¿Qué l'on peut podemos hacer y encore qué parler respuesta de le podemos la dar démocratie? desde Est-ce que los la partidos démocratie progresistas? existe encore? Que pouvons-nous faire, nous, partis progressistes, dans ce domaine? Bueno, claro, cedemos los datos voluntariamente. Nous cédons les données volontairement, ceci est clair. La idea era, buenas tardes, soy José Ignacio Torreblanca del Bonjour, Consejo Europeo de Ignacio Relaciones Torreblanca Exteriores. du Conseil européen des affaires Ha respondido el étrangères. presidente a la pregunta En que le iba a partie, hacer, que le era- président o en a parte répondu no, à la casi en su question. totalidad, Non, que le era président cómo a puede répondu à la Europa question. À temerosa ma e question, introvertida, comment peut une Europe gouvernar la craintive, globalización, peut-elle, un momento en el que comment Europa peut-elle era un gouverner modelo de la globalización mondialisation? Parce que que l'Europe pretendía avant était un ser modèle precisamente qui ejemplar para justement los voulait demás. être un Ahora exemple pour se les autres. conformaría con que la Mais dejaran en paz, maintenant, quizá, l'Europe y no ser serait un modelo, tranquille para si on nadie. la, Pero, y si on la entonces laissait la tranquillement, pregunta elle ne desde el serait un punto de modèle vista pour de la personne. izquierda es, Alors, ¿cómo pour la articula gauche, la izquierda una respuesta comment est-ce que la gauche peut-elle representativa offrir en la une crisis de la réponse democracia représentative dans cette en una crise de la sociedad démocratie sin représentative, dans une société trabajadores y sin sans trabajo? classe de travailleurs Como et bien, sans si travail? quitamos a la izquierda el Alors trabajo si de à los la gauche trabajadores, nous lui ¿qué- enlevons qué le defiende y travail qué des representa y cómo travailleurs, que articula signifie la gauche? Comment esa representación? articule-t-elle sa représentation? Yo doy la primera. Vamos a ver. En lo de la Pour la cesión de première datos question, hay en ce un qui fenómeno concerne la curioso, cession de données, il y a un porque la mayor phénomène parte qui de est los assez datos curieux. se La plupart ceden des o données se voluntariamente, cèdent soit entre comillas, volontairement o entre virgules inconscientemente ou sin comillas. inconsciemment sans virgule. Esta Donc, voluntad cette volonté de exhibicionismo d'exhibitionnisme pornographique qui nous que hace domine, que pongamos toda nuestra qui vida fait que nous en mettions manos de notre las redes, vie dans les mains des différents réseaux, par crainte, ce es muy changement impresionante, culturel qui est vraiment que defendíamos frappant. la Avant, intimidad de nous nuestras luttions pour avoir une comunicaciones, intimité dans nos y en communications. Estados Unidos Et aux incluso États-Unis, era c'était la même violación un de las délit comunicaciones. fédéral, cette violation Ahora, des los communications. países, y es un problema Maintenant, serio et c'est para la vraiment un problème comunicación y la sérieux pour la formación, communication et pour la educación de los formation, jóvenes, pour l'éducation nuestros des jeunes. países, Maintenant, eso ocurre mucho, et chez les jeunes, que ça si arrive la souvent, persona que te acompaña, que si pareja o no, la no se personne intromete en la qui est intimidad avec de las toi, ton comunicaciones fiancé ou pas, que si están depositadas elle en tu móvil, ne regarde es pas que no les te communications quiere. qu'il y a dans son portable, c'est un manque Et una de demostración générosité de ou amor d'amitié. es violentar Une tu preuve intimidad, d'amour, penetrando c'est en esa violer intimidad a ton través de intimité las et es pénétrer obvio dans la que même à travers les communications. no es no te lo están exigiendo. C'est vrai que ce Las n'est pas une empresas exigence, te les inducen, entreprises ne te pero te l'exigent pas, inducen, mais y tú, elles yo te digo, t'encouragent.
Et moi, je me demande, je ne sais même pas ce que sont les cookies. Bon, enfin, parce que chaque fois que je veux voir une information, quand je fais une recherche, on me dit, il faut que vous acceptiez les cookies. Et moi, je dis, je n'accepte absolument rien. Ni les cookies, ni les cookies. Je ne veux rien accepter. C'est pas possible. Parce que je suis entouré de personnes qui sont saturées des réseaux sociaux. Des gens qui ont besoin, je ne dis pas de repos pour le loisir, mais qui ont besoin d'une certaine distance pour reprendre leur intimité. Ce phénomène va se reproduire de plus en plus. Nous allons essayer de régler cela en tant que responsables politiques. Et il faut le faire d'une façon raisonnable. Il y a une certaine, on est tenté parfois face à certains exhibitionnismes volontaires, mais il y a certains qui veulent contrôler ta vie et qui te disent ce que tu dois faire à chaque minute, ce que tu dois porter, comment tu dois t'habiller, et on dirait que c'est une façon de protéger la personne, mais c'est tout le contraire. En revenant à Don Quichotte et à ce que Sancho Panza lui disait, il disait peu de choses pragmatiques, mais essayons de les porter jusqu'à vous. Et cela est nécessaire. On ne peut pas envahir avec des normes excessives la vie personnelle. Si on peut gérer le changement et la globalisation, comment allons-nous relancer? Comment allons-nous faire pour ne pas donner une certaine prévisibilité du marché? Il faut que les êtres humains ne deviennent pas des marchandises et il ne faut pas, évidemment, envahir l'intimité des personnes en marchandises. Il faut prévoir tout ceci, mais pas avec un excès de normes. Autre chose. Nacho, écoute, ce n'est pas un problème de classe, les classes disparaissent, enfin, depuis très longtemps, on en a débattu d'ailleurs, toute notre théorisation, c'est vrai que nous partons de la gauche, de la social-démocratie, et c'est vrai qu'on se basait que l'origine était dans le mouvement ouvrier revendicatif, oui, tu as raison. Mais toute notre théorisation sur l'importance de la politique de classe, qui a toujours été excessive, nous n'avons pas voulu reconnaître qu'il y a eu la première et puis après la deuxième guerre mondiale, parce que ceux qui s'entretuaient, c'était ceux qui appartenaient surtout à une certaine classe, à une seule classe, et s'entretuaient parce que le nationalisme avait une transversalité qui ne prenait pas en considération les classes. Donc, c'était la théorie des classes. Mais ce qu'il y a, à mon avis, c'est une inégalité implicite dans le modèle interdépendant de cette économie de la mondialisation. C'est curieux que c'est comme ça lorsqu'il y a une croissance et lorsqu'il y a un ajustement. Et l'inégalité ne peut pas être comprise comme une augmentation de la pauvreté, parce que parfois il y a une suppression de la pauvreté. D'une part, en Amérique latine, par exemple, on a supprimé une grande partie de la pauvreté extrême. On verra ce qui va se passer parce que nous sommes à nouveau en crise. Mais cette diminution n'a pas été dans la même proportion dans l'inégalité dans la distribution des revenus. Donc, il ne faut pas se tromper. Le modèle est inégal et on est obligé de chercher des mécanismes pour qu'il y ait moins d'inégalités. Et quant à qui est plus inégal, est-ce que ce sont les moins favorisés du système ou qui sait? Je ne veux pas simplifier ma réponse. C'est facile de dire la faute, c'est celle de ceux qui nous gouvernent. Chercher parmi ceux qui nous gouvernent. Ça n'est pas comme ça. On se rend compte que ceux qui gouvernent ou ceux qui sont au plus haut niveau ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Nous avons
des difficultés de plus en plus grandes, et Borrell sera content d'entendre cela, de redistribuer les revenus. Mais c'est une difficulté objective. Ce que nous appelons traditionnellement les impôts directs, comme celui sur le revenu, qui nous semble beaucoup plus juste que comme la TVA, que les indirects, lorsque nous voyons l'assiette des revenus et lorsque nous voyons que la moitié de la population représente 80% de tout ce qui est obtenu par revenu, on se demande où est cette fameuse progressivité. Réfléchissons. Cet impôt sur le revenu est plus progressif que la TVA, mais comme la TVA dépend de la consommation et la consommation est limitée par ton pouvoir d'achat, eh bien ce n'est pas redistributif, c'est évident. Mais au moins ce n'est pas anti-redistributif. Dans des volumes de revenus, l'impôt sur le revenu est anti-redistributif. Un point, c'est tout. Quant au volume, nous pouvons dire ce que nous voulons, mais si on ne réfléchit pas sur cela, eh bien nous ne comprendrons pas les difficultés qu'il y a dans une politique de redistribution des revenus. Nous voyons par contre que la redistribution à travers les dépenses, ce que nous appelons l'égalité d'opportunités à travers les dépenses, qui est aussi très difficile, de plus en plus difficile, nous obligera à réfléchir sur une prédistribution à l'origine. Je ne veux pas trop plaisanter, mais nous savons que la redistribution à travers les dépenses, et nous savons que cette redistribution ne fait pas que toutes les opportunités soient égales. Elle offre davantage d'opportunités, mais ce n'est pas les mêmes opportunités pour tout le monde, parce qu'il y a des inégalités à l'origine desquelles on ne s'occupe pas. Donc tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Excusez-moi, comme toujours, je parle un peu trop et je me tais jusqu'à la fin. Alors Pascal, vous avez la parole. Allez-y, Pascal. Je dis un mot de la question de la démocratie. Et je remercie Felipe d'avoir amené Aristote et Averroès dans la conversation. Platon et Confucius disent la même chose à propos du bon gouvernement. Ils disent que les humains ont besoin d'un bon gouvernement et qu'il faut se débarrasser des mauvais gouvernements. Confucius dit ça aussi. Simplement, Confucius dit si l'empereur est bon, on lui fiche la paix. S'il est mauvais, il faut s'en débarrasser. Et en général, l'histoire chinoise nous a montré que on s'en débarrassait en l'assassinant. La démocratie est un dispositif un peu plus pacifique qui consiste effectivement à donner à chacun d'entre nous la possibilité de le faire. Et là où le bas blesse dans la numérisation, c'est qu'effectivement la démocratie fonctionne avec une hypothèse qui est que nous sommes propriétaires de nous-mêmes. Nous sommes propriétaires de nos choix. Nous possédons notre individualité. Et la vérité, et Felipe l'a bien dit, c'est que le digital, en ce que la donnée devient la matière première de l'économie, on n'y est pas encore tout à fait, ce n'est pas la seule matière première de l'économie, mais on va très vite dans cette direction. Au fond, vous avez maintenant 3 systèmes dans le monde que je continue à parcourir allègrement. Vous avez le système américain, où la donnée est une marchandise. Vos données individuelles, toutes les traces que vous laissez dans toutes les activités que vous avez, sont des marchandises. Vous avez le système chinois, dans lequel les mêmes données, et ils n'en font pas mystère, les mêmes données sont la propriété de l'État, qui est un tout autre système. Et puis vous avez au milieu de ça un système européen où nous persistons à penser que les données sont la propriété des individus. Et c'est d'ailleurs à ce titre que l'Union européenne a émis une norme
il n'y a pas très longtemps de cela, qui nous a tous valu de passer beaucoup de temps sur nos machines pour dire ce qu'on acceptait et ce qu'on n'acceptait pas, qui porte le doux nom technocratique en France de RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Et je réponds à votre question de cette manière. Sans protection des données privées, la démocratie est expropriée. Et c'est une des raisons, parmi plein d'autres, pour lesquelles nous devons rester fidèles à ce que l'Europe a produit de conception de la liberté à l'image des Lumières. Il faut garder cette valeur. Effectivement, le changement technologique bouleverse tout, mais nous devons rester l'endroit du monde où les données privées ne sont ni marchandisées, ni expropriées par l'État pour le contrôler. Et le danger qu'il y a dans nos systèmes, et on le voit dans un certain nombre de démocraties occidentales, mais on le voit aussi en Chine, c'est que si la propriété des données est extraite des individus, alors les gouvernements peuvent empêcher l'alternative qui est à la base du raisonnement et de Platon et de Confucius. Il est possible que la version moderne de l'empereur chinois, avec le système que vous connaissez de notation individuelle du 1,3 milliard de Chinois qui occupe ce pays, il est possible que le système de notation individuelle rende désormais impossible d'assassiner, au sens symbolique, l'empereur. Et s'il arrive la même chose chez nous, on sait que M. Trump a gagné ses élections à 80 000 voix, après un exercice extrêmement sophistiqué et sérieux de repérage de à quel endroit y avait-il à investir pour faire basculer, non pas le vote populaire, mais le vote en nombre de délégués. Donc, ma réponse à votre question, c'est la principale précaution que nous devons prendre à ce stade, c'est la protection des données privées. Et d'ailleurs, si nous le faisons bien, je suis persuadé qu'un certain nombre de grands acteurs de la data du monde d'aujourd'hui rejoindront ce dispositif parce que dans le domaine de la précaution, c'est souvent la norme la plus contraignante qui s'impose. Et c'est une bonne chose, par exemple, que les Japonais aient rejoint les Européens dans l'accord qu'on a passé avec eux. Sur la deuxième question, au passage, dans tout ce qui concerne la chose européenne, il est vrai que nous sommes passés par une très mauvaise passe au moment de la crise financière. Si je regarde les sondages, le soutien des opinions à la construction européenne sur le continent est aujourd'hui au niveau le plus élevé de ce qu'on n'a jamais connu. Et je crois qu'il faut attribuer une partie de cette remontée, d'abord au Brexit, un peu à M. Poutine, un petit peu à M. Erdogan, mais beaucoup à M. Trump et à M. Xi Jinping. Et d'un certain point de vue, si on n'avait pas inventé pourquoi il faut faire l'intégration européenne il y a de ça 70 ans, je pense qu'il faudrait l'inventer maintenant, à condition d'être persuadé que nous ne voulons être ni sous la domination idéologique et politique de M. Trump, ni sous celle de M. Xi Jinping. La deuxième question est beaucoup plus difficile. Et nous nous la sommes posée au cours des travaux qui ont amené à ce texte lui-même destiné au débat et à être amélioré. La grande question, c'est où est aujourd'hui le mouvement social ? Où sont les forces sociales ? Où est le mouvement dans la société qui porte les intérêts du précariat, des gens qui se sentent menacés, des gens qui sont de fait isolés dans cette ségrégation spatiale, éducative, culturelle, qui envahit un certain nombre de nos sociétés. Dans le passé, on a eu une réponse à ça. Le mouvement social a été
pris en charge en partie par des partis politiques, par des forces syndicales, et d'ailleurs une des grandes caractéristiques de la social-démocratie, là où elle a mieux réussi, a été cette alliance entre des forces politiques et des forces syndicales. Évidemment, ce monde n'est plus, et la question de savoir où se trouve le mouvement social et comment se connecter au mouvement social pour ceux d'entre nous qui veulent, comme l'a dit Felipe et comme l'a dit Pepe, faire en sorte que les grands changements qui nous attendent ne se fassent pas au détriment de la partie la plus défavorisée, la plus faible de la société, est une question très difficile à résoudre. Et la seule réponse que nous ayons pour l'instant, mais je reconnais qu'elle est assez imparfaite et qu'elle manque encore un peu de mode d'emploi dans un certain nombre de cas, c'est de considérer que le mouvement social est aujourd'hui beaucoup plus éclaté qu'avant, qu'il est entre les mains d'intellectuels, de militants associatifs, et Dieu sait que la militance associative s'est développée en partie à l'occasion d'ailleurs de la réduction du temps de travail, parfois dans les mains des artistes, des créateurs, y compris de ceux qui ne sont pas forcément, qui ne se conçoivent pas forcément comme militants politiques. Et donc ce sont en quelque sorte des coalitions de ce type que le mouvement progressiste, en tout cas ceux qui pensent dans ce sens-là, doivent essayer de s'attacher à relier les unes aux autres pour donner une force à toutes ces petites manières de penser différemment. Et je crois qu'il faut se faire à l'idée que nous n'aurons plus les instruments que nous avons eus, comme les partis sociodémocrates ou comme les syndicats, compte tenu de l'évolution, notamment de la technologie. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours une mauvaise nouvelle, ça nous rend la vie beaucoup plus difficile. Reconnaissons qu'une des raisons pour lesquelles, en tout cas dans les démocraties classiques, un certain nombre de gens suivaient des mots d'ordre, que ce soit des mots d'ordre de partis politiques, que ce soit des mots d'ordre de forces religieuses, que ce soit des mots d'ordre syndicaux, c'était parfois le résultat d'une faculté de compréhension du monde tel qu'il va, qui n'était pas celle que les gens ont aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûr que ce soit toujours une mauvaise nouvelle que les mots d'ordre ne soient plus si faciles à utiliser. Reste que je crois qu'il faut encore réfléchir pour savoir par quoi les remplacer. Me olvidó contestar y no quiero eludir la pregunta, entre otras cosas para presumir de que no tengo la respuesta, que la democracia representativa, la démocratie représentative ou la crise de gouvernance pourrait être complétée par une idée attractive de démocratie participative. Alors, je ne sais pas, j'ai des doutes, je ne pense pas que cela puisse bien fonctionner. Je pourrais vous dire que 2% par exemple des votants participent à une consultation qui est décisive pour le total des votants et pour le total de la population. Dans quelques jours, il y aura un référendum dans 6 populations du Mexique par rapport à l'installation, la construction d'un aéroport international à Mexico. Alors, ces 60 populations ont un nombre de votants qui peuvent participer à cette consultation et plus de 70% de cette population n'est jamais monté sur un avion, n'y a pensé jamais à monter. Mais ils vont quand même voter pour la construction ou pas d'un aéroport. Alors, je suis inquiet. C'est vrai que la démocratie représentative a besoin de réformer beaucoup, mais je suis inquiet qu'une partie de la théorisation, une partie de cette consultation permanente ne soit en définitive qu'une tentative d'éluder des responsabilités, mais c'est les responsabilités pour lesquelles on a été choisi. Alors, c'est un équilibre qui me semble difficile. Je vous dis, c'est attirant, mais je n'ai pas de réponse. Bon, je suis un peu surpris parce que j'étais armée de chiffres, de données sur la mondialisation, mais je n'étais pas préparée à parler de Confucius, de Platon et d'Averroès.
Averroès, c'est vrai, Président, et Aristote, leurs propos ont perduré, mais Aristote, il a dit pas mal de bêtises. Hein. Il a dit que les femmes, elles avaient moins de dents que les hommes. Bien qu'il a été marié plusieurs fois, il n'a jamais eu l'idée de le vérifier, apparemment. Donc, bon. Il faut peut-être passer davantage aux preuves empiriques. Et du point de vue des preuves empiriques, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus de classes. Mais bien sûr qu'il y a des classes. On n'a qu'à voir la cloche de la distribution des revenus, n'est-ce pas? Peut-être ils n'ont pas la même conscience de classe que sous le Fordisme, lorsqu'on avait des économies fermées. Ils n'ont pas la même perception de la classe, mais cela ne veut pas dire que la classe n'existe pas. Et le fait qu'il n'y ait pas de travailleurs, mais oui, il y a des travailleurs, bien sûr qu'il y a des travailleurs. Et bon, la conscience de classe. Mais la distribution des revenus, elle ne cristallise pas dans une conscience collective, mais c'est le reflet d'un conflit social. C'est le reflet d'un conflit social, parce que sinon, à quoi bon parler? On dit que le monde qu'on a développé, l'incorporation des technologies au processus de production a engendré une distribution des revenus qui va à l'encontre du facteur travail, massivement. Et cela ne pouvait qu'être ainsi, parce que ces 50 dernières années, on a observé, on a assisté au transfert de la capacité productive d'un hémisphère à l'autre. Et cela est sans précédent dans l'histoire. C'est un phénomène extraordinaire auquel on a assisté. La capacité de production industrielle a changé de monde, pour ainsi dire. Le monde industriel s'est désindustrialisé et le monde désindustrialisé s'est saisi de l'appareil productif industriel que nous avions. Et on a encore des choses à voir parce qu'il y a une force de travail dans cet hémisphère qui absorbe le choc technologique avec une plus grande capacité d'absorption que nous-mêmes, dont les conséquences sont à observer. Il y a une phrase qui m'interpelle dans votre texte, cette dilution du débat politique entre gauche et droite qui est liée aussi à l'affaiblissement de la conscience de classe, n'est-ce pas, entre parenthèses, est liée au fait que les concessions politiques que l'on a fait face à la pensée néolibérale a faussé, a diffuminé les distinctions entre gauche et droite, et cela a créé de nouveaux acteurs. Avec pas mal de contre-vérités, parce que le dernier Eurobaromètre nous dit que les Européens sont d'accord avec l'idée d'Europe. Mais s'il vous plaît, alors expliquez-moi pourquoi lors des élections françaises, les partis que l'on pourrait qualifier de eurosceptiques, et c'est le moindre dire, certains pays souverainistes sont autour de 50% des voix. Et pourquoi en Italie, si l'on ajoute les votes de ces partis émergents, eh bien, il dépasse 50%. Pourquoi dans une partie de l'Europe de l'Est émergent des formes politiques qui sont majoritaires, qui n'ont rien à voir avec les principes fondateurs de l'Union? Et pourquoi les Britanniques s'en vont? Et je pense que le Brexit va être un vaccin et non pas une épidémie, franchement, parce que lorsqu'on assiste aux difficultés qu'on a pour séparer un pays qui avait déjà sa propre monnaie, ses propres frontières, à quel point c'est difficile de le séparer de l'Union, je ne sais pas comment mes collègues catalans ont pu penser qu'en un week-end, ils allaient pouvoir sortir de l'Espagne. Mais comme disait Camus, permettez-moi moi aussi de citer un classique, n'est-ce pas, même si c'est un classique un peu plus moderne, permettez-moi de citer Camus. Mal raconter les choses, c'est une façon d'augmenter le malheur du monde. Et malheureusement, il y a des gens, aujourd'hui, d'aucuns racontent très mal les choses. Et la perception que résulte de ce récit
apporte une distorsion à la réalité, fausse la réalité. Voilà la difficulté principale à faire de la politique. Monsieur le Président, lorsqu'on était au gouvernement, il n'y avait pas de téléphone portable. Et il était beaucoup plus facile de gouverner que maintenant, qu'aujourd'hui. Ah, beaucoup plus facile, beaucoup moins exigeante au moins, de façon permanente, parce qu'aujourd'hui, la vitesse de tous les processus fait que s'accélère aussi la façon de gouverner. Bref, je suis d'accord sur certains aspects et, mis à part les dents des femmes, en désaccord par rapport à d'autres. Mais je voudrais vous céder la parole à vous maintenant. Nous avons 6 minutes et je voudrais être stricte avec nos délais, les temps donnés. Mais je voudrais regrouper, si vous me le permettez, en 3 grands groupes les questions du public et je vous demanderai une réponse rapide. Alors, numéro 1, si je vous demande quel est le pourcentage d'enfants de moins d'1 an qui est vacciné au monde, 20, 50, 80%? Alors, je ne sais pas quelle serait votre réponse. Le pourcentage est 80. Mais c'est un test de Hans Rosling. C'est un médecin suédois qui a travaillé dans des organisations internationales. Il a rédigé un livre, Factfulness, qui analyse la situation au monde. Et toutes les élites, les dirigeants de par le monde répondent moins de 80%. Et répondent pire que des systèmes aléatoires, ce qui est inquiétant. Parce que la première question à se poser et que je voudrais vous poser justement, et ça vient de ma propre récolte, ça ne vient pas tellement du public, mais je voudrais vous poser la suivante question. Est-ce que nous sommes pessimistes parce que nous sommes égoïstes et nous sommes simplement inquiets de notre petit endroit, de notre petit coin au monde? Deuxième groupe de questions. Si vous aviez 3 super pouvoirs mondiaux et vous aviez le pouvoir d'appliquer, de mettre en œuvre la proposition politique que vous aimeriez, qui changerait l'état d'esprit. Et troisième question, si vous avez des super pouvoirs, une fois de plus, et vous pouviez mettre en œuvre une politique que vous puissiez appliquer, laquelle? Redistribution, enfin... 3 questions, très rapides, vous n'avez pas besoin de tout répondre, mais vous devez répondre en 4 minutes pour tous les 3. Yo convertiría, si tuviera Si j'avais, oui, des super pouvoirs, mais vraiment des pouvoirs énormes, alors moi, ce que je ferais, je transformerais toutes les ressources naturelles en patrimoine de l'humanité. Voilà ce que je ferais. Monsieur Lamy, à vous. Compte tenu du temps que j'ai eu pour réfléchir, je n'utiliserai que 2 de ces pouvoirs et je réfléchirai sérieusement sur le 3e. Et je le garde, le 3e, pour l'instant. Le premier des pouvoirs que je ferai, c'est de maîtriser les émissions de gaz carbonique, parce que ça me paraît quand même la chose la plus menaçante et la plus urgente pour toute l'humanité. Et puis la deuxième, une fois que l'avenir de l'humanité serait assuré, enfin l'avenir de la planète, je ferai en sorte que l'éducation soit gratuite pour tout le monde. Vamos a ver, uno, hay mucho más porcentaje de niños vacunados. Il y a beaucoup plus de pourcentage d'enfants vaccinés. C'est dans les pays appelés développés où on diminue le nombre de vaccins. Voilà. En deuxième lieu, nous sommes pessimistes parce que nous avons peur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de combattre la peur pour en finir avec le pessimisme, avoir un meilleur état d'âme. Et en troisième lieu, si j'avais des super pouvoirs comme Trump, eh ben, je me suiciderais. En todo caso, muchísimas gracias. Eh bien, merci, plus rien à ajouter.